Que ressent-on quand on sait qu'on va mourir sans savoir quand le glaive tombera? Imagine-toi à genoux, les yeux bandés, priant en silence tandis que le bourreau marche sans bruit derrière toi. Tu ne vois rien. Tu entends seulement le murmure de la foule, le bourdonnement des mouches et les battements de ton cœur. Des secondes qui semblent des heures. La peur n'est pas la mort, mais l'attente. Ainsi s'acheva Anne Boleyn, une reine transformée en spectacle. Une tête séparée peut rester consciente jusqu'à 30 secondes après la décapitation. 30 secondes terrifiantes où les yeux peuvent encore cligner, les lèvres bouger pour former des mots, et l'esprit demeurer présent tandis que la vie s'éteint. Pour Anne Boleyn, seconde épouse du roi Henri VIII et peut-être la reine décapitée la plus célèbre de l'histoire, ce détail n'était pas qu'un fait médical, il faisait partie de son atroce réalité finale. Sa mort ne fut pas une simple exécution. Elle fut un événement soigneusement conçu pour anéantir son corps, son histoire et son héritage. Dans l'Angleterre des Tudors, mourir ne suffisait pas. L'humiliation devait être publique, douloureuse et utile au pouvoir. Anne n'échappa pas à la règle. Les manuels disent souvent qu'elle fut mise à mort pour trahison, mais la vérité est bien plus sombre et complexe. Elle fut la cible d'une campagne systématique, à la fois psychologique et politique, destinée à ruiner son image et à justifier sa mort. Sa chute servit d'avertissement, aucune femme ne devait posséder plus de pouvoir que le roi ne l'autorisait. Le 19 mai 1536, Anne était enfermée depuis 17 jours dans la tour de Londres. Ironie cruelle, la même tour où, 3 ans plus tôt, elle s'était préparée à être couronnée. À présent elle attendait la mort dans un limbe insupportable, tandis que son exécution était reportée plusieurs fois. Ces retards n'étaient pas de la pitié, c'était une autre forme de torture, la faire attendre, douter, souffrir. Le roi Henri fit venir de Calais un bourreau expert à l'épée, au lieu d'utiliser la hache anglaise traditionnelle. Beaucoup y voient un geste de compassion, en réalité c'était un choix théâtral, montrant que la reine devait mourir d'une manière spéciale, observée par tous. Dans ces dernières heures, Anne afficha un calme étrange. Des témoins dirent qu'elle paraissait presque joyeuse. Aujourd'hui, les psychologues appelleraient cela dissociation, un bouclier mental face au traumatisme extrême. Elle plaisanta même sur son futur sans tête, comme si l'humour pouvait masquer la terreur intérieure. Pendant des jours, Anne dut entendre des mensonges abominables, qu'elle avait été infidèle, qu'elle avait couché avec son propre frère Georges Boleyn, qu'elle complotait pour empoisonner le roi. Des accusations si absurdes qu'aucun tribunal moderne ne les accepterait, mais qui suffirent à détruire sa réputation. Henri ne voulait pas seulement sa mort. Il voulait son effacement. La veille de son exécution, Anne dormit à peine. Elle demanda le sacrement à 2 heures du matin et pria durant des heures. Son esprit, épuisé par la peur, devait frôler la rupture. Quand on vint enfin la chercher, on la trouva riant avec ses dames, non la paix, mais le désespoir. Son exécution avait été programmée et retardée tant de fois que l'ignorance de l'heure devint elle-même un supplice. On la mena hors de ses appartements à travers les couloirs qu'elle avait autrefois parcourus en reine. Elle était désormais entourée de gardes, non pour la protéger, mais pour empêcher toute fuite. L'échafaud dressé sur la pelouse de la tour était inhabituellement bas, à peine 1 mètre. Ce n'était pas une erreur, c'était une façon de la rabaisser, de la rapprocher des cris et de la haine de la foule. On encourageait le public à se moquer, à applaudir sa chute. Avant de s'agenouiller, Anne eut le droit à quelques mots, non par grâce, mais par tradition. Elle déclara, « Bon chrétien, je suis venu pour mourir, car selon la loi et par la loi je suis condamnée, et je ne dirai rien contre. » Elle n'admit aucune faute. Elle acceptait seulement la peine. Chaque mot était pesé, elle savait que le roi l'entendrait, que l'avenir de sa petite fille Élisabeth en dépendait. Henri n'assista pas à l'exécution. Il attendait à Whitehall la nouvelle de la mort, et déjà préparait son mariage avec Jeanne Seymour. Ainsi Anne fut-elle oubliée, remplacée avant même que son corps ne refroidisse. Sa mort n'était pour le roi qu'une étape pratique. Le bourreau français était un professionnel. Il maniait une épée très aiguisée, pas une hache. Sa technique était plus rapide, plus nette, mais étrangère à Anne. Elle fut décapitée par un inconnu, un ultime affront. Elle s'agenouilla sans poser la tête sur un billot, selon l'usage français, exigeant qu'elle reste parfaitement immobile. Le moindre mouvement pouvait tout gâcher.
Les témoins racontent qu'elle priait sans cesse, les yeux bandés, tendant l'oreille pour deviner le moment fatal. Le coup fut unique, net. Sa tête tomba, mais son corps frémit encore. Certains jurèrent que ses yeux restèrent ouverts, que ses lèvres murmuraient encore une prière. La scène fit s'évanouir plusieurs personnes. La séparation de l'âme et du corps se révéla avec une brutalité glaçante. On n'avait pas prévu de cercueil convenable. Ces dames, en larmes, durent trouver une caisse à flèches pour y placer son corps. On l'enterra à la hâte sous la chapelle de la tour, sans cérémonie digne. Comme si le roi espérait que l'oubli recouvrirait son souvenir. Mais Henri alla plus loin. Il ordonna la destruction de ses portraits, l'effacement de ses emblèmes, et interdit qu'on parle d'elle. Il voulait qu'Anne Boleyn disparaisse. Que sa fille soit déclarée illégitime. Que son règne même semble une erreur. Les dames qui assistèrent à sa mort portèrent ce traumatisme toute leur vie, certaines ne revinrent jamais à la cour, l'une se retira dans un couvent. La peur de cette exécution plana longtemps sur Whitehall. La petite Élisabeth fut dépouillée de tout. Celle qui deviendrait la plus grande reine d'Angleterre n'avait plus de vêtements dignes ni de serviteurs. On l'oublia comme sa mère. Même les hommes accusés avec Anne avaient déjà péri, 5, dont son frère George. Leurs morts firent taire toute version contraire. Un monument existe aujourd'hui dans la tour, mais il n'est pas placé à l'endroit exact. Même son lieu d'exécution a été déplacé pour servir le récit. La version douce et romantique est mensonge. Anne ne fut pas simplement décapitée, elle fut détruite par une cruauté soigneusement calculée. Sa vie, son nom, son héritage, tout fut visé. Sa fin ne fut pas qu'un drame personnel. C'était un message de pouvoir. Anne Boleyn devint la preuve qu'aucun sujet, même couronné, ne pouvait défier le roi. Elle resta pourtant dans les mémoires, rappelle que la vérité peut survivre même aux lames les plus aiguisées.